Bien, c'est parti. Bienvenue pour ce webinaire sur le chauffage au bois. Donc, on va passer 1 heure ensemble avec 2 temps de questions-échanges sur le sujet des différents systèmes existants. Donc, ce webinaire est animé en partenariat donc l'ALEC de Lyon et l'Agence locale de la transition énergétique. Donc, Sylvain pour l'ALEC, Nathanaël et moi, Jessica, pour la LTE 69. Je peux te laisser passer les slides. Oui, Alors, voilà, les micros et les caméras sont coupés. Les questions sont à poser sur le chat dans la fonctionnalité Q et R, donc questions et réponses. Donc, on vous présentera des réponses parfois à l'écrit et dans tous les cas, on les énoncera à l'oral. Il y a des questions qui vont avoir lieu, il y a 2 temps d'échange qui auront lieu durant le webinaire. Et on l'enregistre. Il sera accessible en replay sur nos chaînes respectives YouTube et il sera envoyé lors de l'enquête de satisfaction que l'on vous enverra la semaine prochaine. Alors, de quoi on va parler? Eh ben, on va se présenter. Donc, qui sommes-nous? Pourquoi on fait ce webinaire? Le chauffage au bois, dans quel contexte ça s'intègre? Une première session de questions. Ensuite, on rentre un peu plus dans le détail des systèmes de production, les aides financières pour les systèmes de chauffage au bois, et puis un deuxième temps de questions-réponses. Alors, qui sommes-nous? On est porteur du dispositif France Rénov'. Donc en fait, c'est un réseau national qui est animé localement à l'échelle des départements par des associations. Donc souvent des ALEC ou des ALTE, en tout cas dans notre cas. Donc l'ALEC de la métropole de Lyon a son périmètre d'action sur la métropole et elle siège à Villeurbanne. La LTE 69, nous, on est sur le Rhône, hors métropole de Lyon. Il y a vraiment une distinction, hein. Ce sont 2 départements différents. Et on est présent pardon, sur tout le territoire grâce à des permanences délocalisées, donc dans toutes les communautés de communes du Rhône. Et par contre, notre siège social se trouve pas très loin de l'ALEC, dans l'ancienne gare des Brotteaux. Alors, vous nous avez peut-être connus sous plein de noms différents, Info Énergie, Fer, et maintenant nous sommes France Rénov'. Donc, l'avenir nous dira si on change encore de nom, mais aujourd'hui, on est France Rénov'. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Globalement, sur le Rhône et la métropole de Lyon, on est 30 conseillers, conseillères énergie-climat, et notre rôle, c'est de donner un conseil gratuit, neutre et indépendant. Donc, en fait, on va apporter des réponses, enfin des conseils techniques, environnementaux et financiers sur tout ce qui est rénovation énergétique et aide financière existante pour vos projets de rénovation. Voilà, c'est dit. Alors, qui finance? Pas mal de monde, enfin pas mal de monde. Du monde. Donc on a effectivement l'État qui, au travers de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, contribue au fonctionnement de nos structures. Et puis après, on a d'un côté pour la LEC de Lyon, ben, la métropole du Grand Lyon qui finance. Et puis pour la partie Rhône, on a le département du Rhône plus toutes les communautés de communes. Voilà, je vous laisse reconnaître la vôtre. Alors, avant de parler spécifiquement du chauffage au bois, il faut recontextualiser un peu pour dire que c'est la rénovation globale et performante qui va nous permettre d'atteindre des consommations faibles. Donc, à quoi ça sert de faire une rénovation globale et performante? Bah, ça nous permet d'être plus confortable chez nous, d'avoir aussi un système de chauffage plus performant et donc plus économe. Maîtriser ses consommations d'énergie et d'autant plus quand il y a des aléas sur le prix de l'énergie. Et puis, ce sont des biens qui se vendent généralement plus cher sur le marché. Et bien, voilà pour la présentation de nos activités. Et puis, Sylvain, je te laisse prendre la main sur le reste du webinaire. je te remercie. Donc, en tout cas, bonsoir à tout le monde et notamment aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, le contexte du chauffage au bois, donc on est
sur un cycle naturel avec certaines conditions. Donc évidemment, c'est une ressource qui est renouvelable à condition qu'on replante. Le bilan carbone est neutre puisque le bois rejette le carbone qu'il a absorbé pendant sa croissance. Par contre, les émissions polluantes sont à maîtriser parce qu'il y a chauffage bois et chauffage bois et que les systèmes anciens peuvent être émetteurs de nombreux polluants, contrairement aux systèmes actuels qui ont des rendements bien plus efficaces. Donc on verra les différents points qui concourent à un chauffage bois performant, économe et respectueux de l'environnement. Sur la surface de la forêt en France, elle a tendance à progresser, notamment en raison de la déprise agricole avec justement des terrains qui étaient cultivés et qui sont repris par des espaces forestiers. On a en France 7 millions de foyers qui se chauffent au bois avec un appareil de chauffage individuel, donc certains en chauffage principal, d'autres en chauffage secondaire ou d'appoint. Et quand on regarde la répartition de la provenance de ce bois de chauffage, on s'aperçoit que 64% provient de l'exploitation de la forêt, où on va retrouver des essences notamment comme le chêne, le châtaignier, le charme, le hêtre, l'orme, etc. 23% de l'entretien de vergers ou de haies, 18% de la récupération. Donc vous avez des plateformes qui récupèrent notamment tout ce qui va être déchets de bois non vernis, non peints. Donc ça peut être des écorces, ça peut être de l'élagage d'arbres en ville, etc., etc. On a plusieurs formats de combustible. Évidemment, tout le monde connaît le chauffage bois traditionnel à la bûche. Ça, c'est ce qui a été utilisé pendant très longtemps. Donc là, on peut avoir différentes tailles de bûches. Le taux d'humidité est conseillé à moins de 23%, voire même recommandé à 20%. On a ensuite les plaquettes en fait, qui sont du bois déchiqueté, donc notamment la plaquette forestière qui vient d'entretien de forêt ou de déchets de l'exploitation du bois. Et puis on a les granulés donc, qui sont constitués de cendres compressées dans lesquelles on n'a pas rajouté d'adjuvant, c'est juste la sève, ce qui est contenu dans la sciure qui permet d'agglomérer ce granulé dans des presses un peu semblables aux presses à granulés pour le bétail. Et là, comme on est sur une matière première beaucoup plus sèche, on a un taux d'humidité qui est inférieur à 10%, ce qui explique qu'on soit sur des rendements plus importants que sur de la plaquette ou que sur de la bûche. Alors, pour choisir le bon combustible, il faut faire attention, notamment quand on se fournit en bûche, parce que pour qu'un bois soit vraiment sec, il lui faut 2 à 3 ans de séchage. Et malheureusement, quand on en achète, ce n'est pas toujours le cas. Je suis bien placé pour en parler. Donc, un bois humide peut contenir jusqu'à 80% d'humidité, et on voit très bien que le poids d'une bûche qu'on vient de découper quand l'arbre a été abattu va être relativement lourd. Et on peut avoir, au bout de plusieurs années de séchage, un bois qui va être beaucoup plus sec, où là, on va se rapprocher de plutôt 30% d'humidité, voire 20 dans des cas beaucoup plus rares. Et là, en fait, un des signes qui ne trompe pas, c'est que le bois va fendre. Et donc, voilà, visuellement, ça peut donner un premier indice. Euh, et vous avez une correspondance justement entre le taux d'humidité et le pouvoir calorifique inférieur. Donc, en gros, on s'aperçoit que plus l'humidité est importante, plus le pouvoir calorifique va baisser. À 55% d'humidité, pour un feuillu, en moyenne, on va avoir à peu près 1900 kWh par tonne, alors qu'à 20% d'humidité, on va en avoir pratiquement 4000. Donc en gros, c'est du simple au double. Donc clairement, brûler de l'eau, ce n'est pas quelque chose de très efficace. Et pour vérifier ça, on peut utiliser ce qu'on appelle un humidimètre. Donc là, vous en avez un exemple. On a investi à l'ALEC l'an dernier qui nous permet justement de pouvoir mesurer un peu l'humidité à cœur. Donc l'intérêt, ça peut être de refendre une bûche pour mesurer à l'intérieur, voir le taux d'humidité, puisque vraiment, c'est un des points les plus importants, la qualité du combustible sur l'atteinte des rendements.
Ensuite, il va y avoir la question du stockage. Et c'est vrai qu'on va avoir tendance à conseiller aux gens d'anticiper et de rajouter un an de séchage quand c'est possible, quand on a la place. Parce que c'est quand même très très rare que vous puissiez trouver du bois qui ait 2 3 ans de séchage chez les vendeurs de bois, surtout que la demande a quand même pas mal augmenté avec l'augmentation du prix des énergies plus traditionnelles. Et donc, quand on commande par plusieurs stères et qu'on se fait livrer, on peut stocker une partie. Le tout étant évidemment de ne pas bâcher avec des bâches étanches ce combustible, euh, au risque de le faire moisir justement et de voir des champignons attaquer le bois et de voir les rendements se dégrader fortement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de ne pas stocker le bois directement au sol, mais de le surélever légèrement. Chez moi, je fais ça, j'utilise une palette, des palettes qui permettent justement de surélever le bois. Après, en termes de rangement, l'idéal, c'est même pas forcément de faire comme sur le schéma, de les ranger toutes dans le même sens, mais c'est plutôt de les croiser, donc de faire une série de bûches dans un sens, une série de bûches dans l'autre sens, ce qui permettra à l'air de mieux circuler et d'avoir un abri pour éviter que la pluie ruisselle sur ce bois. On a aussi tout intérêt à couper le bois et à le fendre dès qu'on l'achète ou dès qu'on le récupère, ce qui lui permettra de sécher plus rapidement. Alors évidemment, la demande, elle est en augmentation. Notamment fin 2019, on a eu une première annonce d'interdiction du fioul. Donc il y a quand même pas mal de gens qui se sont dit, bah, on va peut-être aller sur du bois. On a eu fin 2020, début 2021, bon, des hivers relativement chauds. On s'est retrouvé avec pas mal de granulés parce que bah, il y avait des parasites qui avaient attaqué des arbres qui du coup n'étaient plus vendables sur le marché traditionnel du bois et donc transformés en sciure et la possibilité de faire du granulé. Donc ça avait fait baisser les prix. On a eu dans les années 2021 une augmentation donc des installations de chauffage granulé. Et puis bah, quelque chose qu'on n'avait pas vraiment prévu, c'était la guerre en Ukraine. Ça a généré à la fois une tension sur le gaz. On a dû se passer d'à peu près 15% du granulé qu'on importait de Russie, Biélorussie et Ukraine. Historiquement, on avait aussi les Italiens qui avaient l'habitude de payer le granulé plus cher qu'en France, qui donc sont aussi venus en acheter en France. On a eu pas mal de surstockage, un peu le syndrome qu'on peut avoir sur les pâtes ou sur certaines denrées de première nécessité. Bah, les gens se ruent dessus, font des stocks et du coup, bah, ça génère la pénurie. Et donc, effectivement, bah, on s'est retrouvé à un moment avec le granulé qui avait fortement augmenté, puisqu'en fait, la demande était supérieure à l'offre. Et en gros, les fournisseurs n'avaient pas forcément anticipé. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. À partir de fin 2022, ça a quand même commencé à se calmer. Pour les gens qui achètent du granulé en sac, donc en sac de 15 kilos, moi, c'est vrai qu'il y a quelques années avant le Covid, bah, j'étais à moins de 4 euros le sac de 15 kilos. Quand le Covid est arrivé, moi, j'avais pas anticipé. J'ai été bien content de trouver quelques sacs à un peu plus de 10 euros. J'en avais même vu à 15 euros. L'an dernier, ça avait rebaissé. On était aux alentours de 7 euros. Et plus récemment, puisque moi, j'en ai rentré il y a à peu près 2 3 semaines, j'ai réussi à trouver du granulé à 4,50 € le sac. Et j'ai même vu des promotions à moins que ça. Donc voilà, ça, mine de rien, ça a quand même eu des conséquences parce qu'en fait, pendant plusieurs mois, les vendeurs de chauffage bois dans les showrooms, dans les magasins, ils auraient quasiment pu tirer un rideau devant les poêles à granulés. Ils ne vendaient quasiment plus que de la bûche parce que voilà, les gens ont été chaudés, ils ont eu peur de se retrouver avec un prix de l'énergie qui ne cesse d'augmenter. Heureusement, c'est pas le cas et tant mieux. Voilà, les industriels ont réussi à s'adapter. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et donc, effectivement, on a la possibilité de retrouver du granulé à des prix tout à fait corrects. Et donc, ça, vous le verrez bien si vous allez en chercher. Donc, après, bon, c'est toujours plus intéressant de se réapprovisionner avant le démarrage de la saison. Généralement, c'est là où c'est le moins cher.
Et en tout cas, on a vu quand même que sur Auvergne-Rhône-Alpes, en 2022, on a eu une augmentation de plus de 30% du vente de bois bûche. Donc ça montre bien que quand on rajoute les augmentations du gaz, les annonces d'interdiction de fioul, l'augmentation de prix de l'électricité, forcément, on essaye de trouver des alternatives. Et vu que la France est un pays forestier, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour notre balance commerciale de valoriser du bois français plutôt que d'importer du gaz, du pétrole d'autres pays, d'autres zones géographiques. Sur l'histoire du prix des énergies, donc là, vous avez une évolution du prix des énergies en gros sur les 20 dernières années, donc 2004-2024. Bon, on voit que tout a tendance à augmenter. Et de toute façon, c'est relativement logique et que finalement, ce qui varie le moins, ça va être, en tout cas, ce qui est aujourd'hui le plus rentable, ça reste le bois énergie. Donc ça, c'est un point positif. Si on regarde ce que ça donne en prix, donc livré en centimes d'euros TTC par kilowattheure. Si on regarde donc l'an dernier, hein, on pourrait légèrement réactualiser, mais en tout cas, on était sur à peu près 4 centimes d'euros pour le bois bûche, 10 pour le granulé en palette, 9 pour le granulé en vrac, 12 pour le gaz, 11 pour le fioul et 22 pour l'électricité. Donc, le bois reste une énergie qui est intéressante financièrement. Sur le volet environnemental et sur le volet émissions polluantes du bois, on a 25% des poêles à bois, des inserts, des chaudières, des ménages qui sont de vieux appareils, des appareils vétustes. Et ça pose un vrai problème parce que ce sont des appareils qui polluent. Et puis, on a aussi des cheminées ouvertes qui ont un rendement très mauvais et qui donc contribuent fortement à de la pollution et en particulier aux émissions de particules fines. Donc on a plusieurs types de particules selon leur diamètre, donc les PM1, les PM2,5, les PM10. Ce sont des particules qu'on peut respirer et qui peuvent poser des problèmes sanitaires. Et on s'aperçoit qu'en France, on a 64% des PM2,5 qui viennent du bois énergie. On a 98% de ces PM2,5 qui proviennent des résidences individuelles et seulement 2% pour le secteur collectif, tertiaire et industriel. Donc effectivement, une partie de la pollution aux particules, une partie importante de la pollution aux particules en France en hiver vient du chauffage bois des particuliers, mais vient des chauffages bois anciens et mal entretenus. Donc nous, on n'est pas là pour dire aux gens de faire du chauffage bois coûte que coûte avec des vieux appareils, avec des mauvais rendements. On est vraiment là pour faire la promotion des systèmes de chauffage bois actuels, récents, performants, bien installés et bien entretenus. Voilà, donc on a cette problématique des particules fines. On a aussi les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, euh, voilà, qui sont essentiellement donc liés au chauffage bois des particuliers. Et les autres sources de particules fines, on peut avoir aussi des particules fines dans les transports, notamment avec l'usure des pneus, l'agriculture, les industries, le brûlage à l'air libre des déchets verts. Et en tout cas, nous, à l'ALEC, on organise quelques balades qualité de l'air dans l'année, généralement en hiver. On a des capteurs de particules fines qui nous sont mis à disposition par Atmo Rhône-Alpes. Et donc, ça nous permet de mesurer les émissions de particules fines. Donc, effectivement, on en trouve en plein centre-ville, et notamment quand il y a de la circulation et des camions qui passent ou des vieux véhicules, mais on en trouve aussi quand on se balade dans les zones pavillonnaires où on voit des maisons qui brûlent du bois, mais avec des chauffages anciens. Voilà, et donc, ça permet, on voit tout de suite les courbes qui augmentent fortement. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir montrer ça aux gens et de pouvoir justement les inciter à renouveler leur système de chauffage bois et à passer sur des appareils à haut rendement. Si on parle de l'actualité, il y a quand même un certain nombre de réglementations qui vont dans le bon sens, hein. C'est comme les réglementations thermiques dans le cadre de la construction neuve des bâtiments. On est sur des bâtiments de plus en plus performants. C'est sur le bois énergie. À partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a une problématique, le législateur essaye de faire évoluer les choses.
Donc d'abord, on a une obligation pour les vendeurs de bois d'afficher sur les factures les caractéristiques sur le bois, bah, notamment l'essence de bois, le taux d'humidité et d'indiquer s'il est prêt à l'emploi ou sinon afficher le temps de séchage. Donc prêt à l'emploi, on considère en gros hein, que c'est un bois qui se rapproche des 20% d'humidité. Et quand ce n'est pas le cas, il faut afficher le temps de séchage. Dans les autres réglementations, notamment puisque parmi vous, il y a des habitants de la métropole, on a une interdiction des foyers ouverts sur la métropole de Lyon. Donc s'il y en a parmi nous, sachez-le, ça fait déjà un an que c'est interdit. Et puisqu'il y avait hier une réunion donc, du plan de protection de l'atmosphère, on s'oriente donc vers une interdiction programmée au 1er octobre 2026 pour d'autres comme du Rhône, notamment celles qui sont gérées par les collègues de la LTE 69, avec la communauté d'agglomération Lyon-Condrieu, la communauté de communes de l'Est lyonnais, du Pays de Lauzon, de la vallée du Garonne. Donc voilà, on pourra vous faire passer des informations complémentaires à ce sujet, mais en tout cas, voilà, il faut le savoir. Et, euh, et sans doute aussi des interdictions qui seront sur des appareils antérieurs à 2002 qui ont des rendements pas terribles. Et puis, il faut savoir que depuis un an, tout pile, les entreprises qui commercialisent des lots de bois de moins de 2 mètres cubes, elles ont l'obligation de le vendre prêt à l'emploi, donc aux alentours de 20% d'humidité. Et là, il faut être vraiment vigilant là-dessus, parce qu'effectivement, quand on est en maison de ville, qu'on n'a pas beaucoup de place pour stocker, bah, on est parfois en flux tendu. Et donc, quand on va acheter du bois, on veut pouvoir le brûler directement. Or, pour avoir commandé plusieurs fois du bois bûche à différents fournisseurs, clairement, je n'ai jamais eu du bois prêt à l'emploi. Donc voilà. Après, il y a possibilité éventuellement d'avoir du bois qui a bénéficié d'un séchage artificiel, mais enfin voilà, ça consomme de l'énergie, il est beaucoup plus cher. Donc même si en termes de rendement, c'est très bien, c'est pas forcément super économique, notamment ce qu'on appelle le bois étuvé. Alors ce que je vous propose, c'est de poser quelques questions avant d'attaquer la deuxième partie. Eh bien, il y a déjà des questions. Donc, on a eu une question sur la performance des flammes vertes. Est-ce que, en fait, ça émet beaucoup plus de particules ou non? Alors les flammes vertes, justement, sont plutôt des appareils performants. Et pour bénéficier des aides aujourd'hui, généralement, il faut que ça soit flamme verte ou équivalent, parce que vous pouvez avoir d'autres labels européens qui sont équivalents. Voilà, si ce n'est que, en fait, avant, il y avait des étoiles, donc on avait flamme verte, 5 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles. En fait, en gros, on a dégagé les 5 étoiles, les 6 étoiles. Aujourd'hui, la norme, c'est devenu 7 étoiles. Et en fait, du coup, maintenant, on parle même plus d'étoiles, c'est devenu flamme verte. Donc voilà, un appareil performant, aujourd'hui, c'est un appareil flamme verte. Et donc, effectivement, ça vous garantit de bons rendements. Et si vous allez sur le site de Flamme Verte, si vous voulez rentrer dans le détail, bah, vous aurez justement les rendements en fonction de si on est sur de la bûche, sur du granulé. Là, vous avez toutes les explications sur leur site. Ils produisent aussi de nombreux flyers que vous pouvez télécharger, de nombreux conseils. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de Flamme Verte On les envoie. pour votre projet particulier. Eh bien, on mettra justement dans l'enquête de satisfaction des ressources et je mettrai le lien de Flamme Verte, justement. J'avais renvoyé nous vers notre page internet sur laquelle il y a une foire aux questions et il y a une question, le chauffage est-il polluant? Et là, il y a plein de sources avec des graphiques, n'hésitez pas à les consulter. Ça fait du lien avec quelles conditions sont à respecter pour les poêles à bûches en maison à Lyon. J'imagine un peu quels sont les critères pour obtenir les aides financières. En tout cas, c'est un lien direct. Bah, de toute façon, en gros, les foyers ouverts sont interdits. Après, vous contactez un de nos conseillers, on vous donnera toutes les infos parce que c'est vrai que ça peut être susceptible d'évoluer d'une année sur l'autre. On pourra vous renseigner aussi sur une aide que je vous présenterai un petit peu plus tard sur le dispositif de primaire bois de la métropole de Lyon. Donc ça, voilà, pas hésiter à contacter nos conseillers. Et puis c'est vrai que
généralement, de toute façon, quand on nous contacte, que ça soit pour du chauffage bois, pour du solaire, pour tout type d'énergie, on rebrosse un petit peu un état des lieux de votre logement. On va vous reparler aussi enveloppe, isolation, parce que bah, ça serait par exemple dommage de changer un chauffage bois et puis de refaire l'isolation dans 2 ou 3 ans, notamment si vous passez en isolation par l'extérieur, parce que du coup, vous allez vous retrouver à avoir tellement réduit les besoins que votre chauffage sera surdimensionné. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer de faire un conseil sur mesure et de vraiment aussi réfléchir à enveloppe, à système. Donc par système, on entend chauffage, eau chaude, ventilation. Donc voilà, avoir une logique un peu globale, adaptée aussi aux différentes communes et aux différents territoires. Merci. Il y a pas mal de questions. Donc, il y en a une, c'est... attends, j'essaie de te la résumer. Oui, c'est un peu la juste quantité d'air dans un foyer. Donc, la question, elle est un peu longue. C'est, j'ai entendu dire et constaté qu'un chauffage au bois est d'autant plus polluant que l'alimentation en air est fermée. Et qu'il est donc moins polluant de moduler son chauffage en plaçant dans le foyer des bûches plus petites plutôt que des grosses bûches avec arrivée d'air diminuée. Ouais, alors après, de toute façon, aujourd'hui, en fait, les installateurs, parfois, ils vous refont une arrivée d'air, hein, c'est ce qui a été fait chez moi. Ils vous refont un tubage. Donc, en fait, aujourd'hui, tout ça, enfin, tout ça, il y a des règles d'installation. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc ça, ça fait partie des règles, effectivement. Et enfin, l'arrivée d'air, c'est quelque chose d'important. Mm, mm. Et ben Euh, effectivement, donc je transmettrai une plaquette ADEME qui explique comment bien chauffer au bois et qui reprécise que ça dépend bah, d'une bûche de qualité, mais c'est ce que tu as dit, d'un bois bien sec, d'un allumage bien fait aussi, et entre autres d'une combustion avec un apport d'air suffisant. Et donc en fait, avec un apport d'air insuffisant, on a une combustion incomplète et du coup, ça génère plus de pollution. Donc c'est un subtil mélange de plein de choses. ouais, de toute façon, dans la deuxième partie, on va réaborder une partie de ces points-là. Donc on réexpliquera bah, notamment les histoires d'allumage. Enfin, en gros, voilà, les différents points qui concourent à un chauffage performant, économe, respectueux de l'environnement. Du prix du gaz. Ok. Ensuite, il y a une question sur le prix de l'énergie où tu avais une slide qui présentait les différents prix de l'énergie. Et en fait, je pense qu'il y a eu une ambiguïté de lecture. Le granulé coûte aussi cher pardon, que le fuel, c'est ça? Et je pense que la réponse est plutôt non, plutôt plus proche du gaz actuellement. En Le- fait, après, pour le granulé, ça va vraiment dépendre de si on l'achète en sac ou en vrac. Et il y a des On- fluctuations au cours d'une année en réalité, alors que nous, on a pris un graphique qui est lissé sur plusieurs années rétroactives. En fait, c'est ouais. pas tout à fait le même. Nous, c'est des tendances plutôt que une photographie instantanée. Mm, mm. Voilà, du coup, désolé, j'ai répondu. Après, il y a est-ce que un insert peut être considéré à remplacer s'il a plus de 20 ans? Oui, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire oui. Alors, moi, le mien avait sans doute plus de 20 ans, mais effectivement, si j'étais pas à 1 mètre de l'appareil, j'avais pas chaud. Et après, il y a un autre bon indicateur, c'est la taille de la caisse de descendrage et c'est la couleur des cendres ou la forme des cendres. Hmm. En gros, avant, j'avais une cassette de descendrage qui était 3 fois plus importante que sur mon appareil actuel. Et je la vidais 3 fois plus souvent qu'aujourd'hui. Et puis, on était sur des cendres grossières, sombres, parce que le rendement n'était pas bon. Et donc, du coup, ça avait tendance aussi à encrasser, etc. Aujourd'hui, vous allez sur les appareils performants, bah, et c'est quasiment que de la fine. La caisse de descendrage est 3 fois plus petite. Et en gros, vous n'avez même pas besoin de mettre ça en poubelle, hein. Vous allez d'un coup, un coup sur la pelouse, un coup dans le potager, un coup sur la haie, et puis ça nourrit le sol. Donc voilà. Après, moi je sais que quand je suis arrivé dans la maison où je suis, bah, il y avait déjà un appareil d'installé. Donc je ne savais pas exactement son année. La marque était même pas apparente, donc c'est difficile de connaître le rendement de l'appareil, mais en tout cas, en termes de ressenti, de toute façon, on voit très bien à un moment si ça chauffe pas grand-chose et qu'on génère beaucoup, beaucoup de cendres, c'est que quelque part, ça peut être intéressant de changer. Eh bien, merci. Effectivement, tout ça, c'est récapitulé aussi dans un document de l'ADEME qu'on vous transmettra euh, par mail suite à ce webinaire. On a une question sur l'arrivée d'air. Est-ce que c'est pertinent de faire un trou dans le mur pour alimenter son poêle à bois? La VMC, ça suffit pas? Ça peut être pertinent, effectivement. Moi, c'est ce qu'ils ont fait chez moi. Donc, En fait, ça se c'est une fait. entrée d'air qui est dédiée au système, donc c'est Oui, parfaitement étanche en réalité.
Oui. Et la VMC, elle joue un rôle qui est différent. Donc, c'est normal d'avoir deux alimentations d'air distinctes. Allez, les questions arrivent, mais je vais passer un peu plus vite. Il y en a. Attends. La durée de vie d'un poêle à granulés. Je ne sais même pas si on a, depuis qu'on a commencé à en installer, Ouais, moi, j'ai jamais euh, entendu parler de ça non plus. moi, j'ai pas entendu parler de gens dont les appareils étaient arrivés en fin de vie. Il y avait une inquiétude sur l'électronique, en fait. Ou alors après, il peut y avoir de l'entretien, mais comme sur n'importe quelle chaudière, en fait, vous avez enfin, un système de chauffage bois, c'est un système comme n'importe quel système de chauffage. Quand vous avez une chaudière gaz ou fioul, vous pouvez avoir de l'entretien, parfois des pièces à changer. Bon, bah, c'est un peu pareil sur ce côté-là. Je reviendrai tout à l'heure sur le volet entretien, mais c'est pas trop différent, quoi. Eh bien, je vous propose, donc j'ai bien vu qu'il restait des questions, mais je vous propose qu'on clôture cette session-là et qu'on les pose à la fin lors du deuxième échange. Je les Ouais. note, qu'on posait tout Sur- à l'heure, ou alors, Surtout qu'il y en a peut-être en plus auxquels on Hmm, va répondre sur la deuxième partie. c'est ce que je me dis, oui. Donc là, on va parler des différents systèmes de production de chauffage au bois. Donc d'abord, on va parler des appareils indépendants. Donc les appareils indépendants, vous avez les poêles à bûches, vous avez les poêles à granulés, vous avez les poêles de masse, vous avez les poêles bouilleurs, et vous avez même encore d'autres choses. Euh, on n'avait même pas la place pour tout mettre. Donc poêle à bûche, bon, on a le charme de la flamme. C'est vrai que ça, bon, il y a des gens voilà, qui veulent avoir ce côté-là. Une indépendance électrique, un combustible local, et on est sur des rendements de 70 à 85%. Donc pour vous donner un ordre d'idée, une cheminée à foyer ouvert, c'est à peu près 10% de rendement. Les vieux inserts, on est peut-être à 30, 40 de rendement. Donc là, déjà, on passe tout de suite sur des choses beaucoup plus importantes. Poêle à granulés, l'énorme avantage, c'est qu'on a le volet, l'automatisme. Donc en gros, vous avez une application sur smartphone et vous pouvez démarrer votre poêle éventuellement en partant du boulot et arriver chez vous avec déjà le poêle qui chauffe. Cela implique juste une chose, cela implique de laisser votre box allumée, ce qui n'est pas très bien en matière de sobriété énergétique. Euh, mais, euh, mais en gros, ça c'est valable que pour les quelques grands jours de froid pendant l'hiver, pour peu qu'on en ait encore. C'est vrai que moi qui coupe ma box le soir avant d'aller me coucher, qui la remet quand je reviens du travail, effectivement, si vraiment il y a un grand froid, peut-être que je serai obligé de la laisser allumer quelques jours pour pouvoir démarrer à distance. Voilà, on a un système programmation, régulation. Enfin voilà, on est sur des très hauts rendements, des rendements qui peuvent monter jusqu'à 95%. On a le poêle de masse qui va être peut-être un peu plus utilisé sur des maisons grandes et des maisons peut-être un peu plus rurales, c'est-à-dire où on a des grandes surfaces. L'avantage, c'est qu'on a une autonomie importante, un confort thermique de l'inertie. En gros, on va entourer l'appareil de matériaux qui vont accumuler la chaleur et qui vont la restituer petit à petit. On peut avoir des systèmes de poêle bouilleur, donc avec renvoi sur radiateur. On peut avoir hop, des systèmes qui vont faire aussi l'eau chaude. On peut avoir des cuisinières aussi à bûches. Enfin voilà, c'est relativement varié. Ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez en termes de rendu visuel des possibilités qui sont, je ne vais pas dire infinies, mais quasiment. Vous avez des appareils qui sont suspendus du plafond, qui touchent même pas le sol. Vous avez des appareils qui ressemblent à un poêle classique. Vous avez des appareils Il y a tout un tas de finitions, de couleurs, etc. Donc il y en a vraiment pour tout le monde et ça devient quasiment un objet décoratif. On a ensuite, quand on a plutôt là sur de la grande maison, donc des possibilités en chauffage central. Donc chauffage central, on va avoir des chaudières à bûches ou des chaudières à granulés ou des chaudières au bois déchiqueté. Bon, chaudières à bois déchiqueté, on va plutôt les trouver chez des agriculteurs parce qu'ils ont généralement des tracteurs avec une prise de force, s'ils ont le broyeur, ils peuvent broyer du bois et puis du coup s'approvisionner en direct. Ça nécessite quand même un peu plus de stockage que sur du granulé puisque le pouvoir calorifique est un peu moins bon. Vous avez les possibilités de chaudière à granulés avec plusieurs options de silos. Ça peut être des silos maçonnés,
Ça peut être des silos enterrés, ça peut être des silos en toile tendue par des armatures qu'on va mettre dans un garage. Donc quelques mètres cubes de stockage. La possibilité de se faire souffler le granulé par un camion sur plusieurs dizaines de mètres d'accès avec un tuyau, même si l'accès à la propriété n'est pas évident. Et puis voilà, un peu plus rare, les chaudières bûches, ou en tout cas peut-être plus adaptées pour des milieux un peu plus ruraux, pour les gens qui ont la possibilité d'avoir du bois, les gens qui ont des coupes de bois notamment. Donc l'avantage, bon, la bûche, c'est le coût du combustible hein, qui est relativement bon marché. L'avantage du granulé, c'est l'autonomie annuelle, l'alimentation programmée automatique, le peu de cendres et peu d'émissions. Et sur la chaudière bois déchiqueté, on est pareil hein, sur les mêmes avantages que la chaudière à granulé. Donc l'efficacité d'un système de chauffage, elle dépend de plusieurs paramètres. D'abord, on va calculer les besoins de chauffage et ces besoins ils sont directement liés au niveau d'isolation de votre logement. Donc effectivement, la meilleure chose à faire, c'est de commencer d'abord par isoler la boîte et ensuite réfléchir à la production d'énergie. Il y a évidemment le système en lui-même, donc avoir un appareil performant. Et après, il y a l'émission de chaleur. Il y a différentes, en tout cas d'une manière générale, quand on parle chauffage, il y a différentes formes d'émissions. Il y en a où on va être juste sur de la convection, comme les convecteurs électriques. Il y en a où on va être sur de la conduction du rayonnement, qui sont des systèmes plus performants. Et évidemment, quand on a la chance de pouvoir passer sur du plancher chauffant basse température, ça nous permet d'envoyer de l'eau moins chaude, ça nous permet d'avoir plus de surface d'échange et donc d'avoir un meilleur confort. Et ensuite, tout ça, il va falloir le réguler. Et donc là, c'est des systèmes qui justement vont permettre notamment de tenir compte de l'évolution du climat extérieur à la maison, de la programmation aussi, donc de l'occupation du logement, pour que, on va dire, l'appareil ne chauffe pas au maximum quand on n'est pas dans le logement. Donc ça, effectivement, c'est des choses que vous pouvez voir avec nos conseillers énergie-climat. Ils vous diront donc ils verront si vos besoins sont optimisés. Donc, on l'a déjà dit, parler amélioration de l'enveloppe, parler du système de ventilation, parler du système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Et idéalement, et nous c'est ça qu'on conseille, c'est d'aller sur de la réno globale et pas faire de la réno bout par bout, parce que c'est beaucoup plus efficace. Ensuite, si on veut rentrer un peu dans la technique du chauffage bois, donc pour récupérer la chaleur du bois, on a trois étapes. D'abord l'évaporation de l'eau, donc évidemment, plus le bois est sec, plus c'est performant. Ensuite, on a l'évaporation et la combustion des gaz. Et donc là, il y a la question effectivement de l'approvisionnement en air. Un chauffage bois, il n'est pas fait pour fonctionner à réduit en gros, parce que c'est là où il va encrasser, où les rendements ne vont pas être terribles. Il est fait il faut envoyer, faut que ça tire. Donc voilà, dans ce cas-là, et puis on a des systèmes aujourd'hui avec des doubles, triples combustions qui permettent de rebrûler les gaz de combustion et d'améliorer nettement les rendements. Et puis, quand on a des températures qui dépassent les 500 degrés, on va brûler ce qu'on appelle le charbon de bois. Et donc, en gros, c'est pour ça qu'on se retrouve avec quasiment plus rien au niveau cendre, parce qu'on a vraiment tiré parti du maximum du potentiel du bois qu'on avait. Donc, en gros, il nous faut du bois, il nous faut de l'oxygène et il nous faut de la chaleur. Pour optimiser tout ça, euh, comme je vous disais, il faut contrôler l'air entrant, la taille des bûches, l'évolution des étapes, et si possible, aller sur un allumage par le haut. Alors ça, c'est quelque chose d'assez peu connu, d'assez peu développé. C'est vrai que habituellement, notamment quand on fait un barbecue, on met le papier en bas, puis on met des petits trucs dessus, puis des trucs de plus en plus gros. En fait, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus efficace sur les chauffages bois d'aujourd'hui de faire l'inverse, et donc de faire de l'allumage par le haut, éventuellement d'utiliser une petite briquette donc, spécifique pour l'allumage, et donc de mettre justement des petits morceaux en haut, ce qui permet au poêle de monter en température. Et donc voilà, ça c'est pas très connu, mais il y a des tutos sur Internet et de plus en plus de gens s'en inspirent. On a parlé tout à l'heure de la performance, donc si vous allez sur Flamme Verte, vous verrez que
Voilà, bon, aujourd'hui, bon, on n'est plus sur 7 étoiles, c'est flamme verte tout court, mais en gros, vous voyez que bah, les flammes vertes vous parlent de rendement énergétique, de monoxyde de carbone, de particules fines et encore d'autres critères qui sont arrivés depuis. Donc ça vous permet de choisir et de pouvoir comparer les appareils entre eux. Après, il y a un truc qui est super important, ça va être l'entretien. Donc non seulement vous avez généralement l'installateur qui revient chaque année vous faire l'entretien de votre appareil et notamment le ramonage. Mais de toute façon, il faut bien savoir que la loi impose de faire 2 ramonages par an, dont un en saison de chauffe. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. Et quand on ne le fait pas, bah voilà ce qui risque de se passer, c'est-à-dire un fort encrassement du conduit. Et quand le ramoneur arrive, et ben, il récupère ce genre de galette de suie brûlée. Et ça témoigne clairement d'un feu de cheminée. Ça montre qu'effectivement, à un moment, il y avait tellement de suie qui s'était incrustée dans le conduit qu'à un moment, elles ont pris feu. Et donc voilà, c'est vraiment important, c'est une question de sécurité. Et si en plus c'est pas fait, bah, en cas de dommage d'incendie, vous risquez de ne pas être couvert par les assurances. Voilà, donc aujourd'hui, un ramonage, ça doit être de l'ordre d'à peu près, je sais pas, 60 euros, quelque chose comme ça. Un entretien à peu près, l'entretien global qui intègre le ramonage à peu près 200 euros. Et dans l'idéal, c'est bien quand le ramoneur monte sur le toit, qu'il ne se contente pas de le faire par en bas. Ça lui permet aussi de voir l'état de l'élément terminal de la cheminée, là, du petit chapeau. Ça lui permet de voir l'état autour de la cheminée, de l'étanchéité. Et donc, et que s'il y a un souci, ça lui permet de voir tout ça. Puis en même temps, si vous êtes comme moi, que vous avez le vertige et que vous ne montez pas sur votre toit tous les jours, ça peut aussi vous permettre de savoir s'il y a une tuile qui a été abîmée, etc. Généralement, il jette un œil, savoir s'il y a des mousses à décaper. Donc voilà, c'est quand même bien de faire les choses correctement. Sur les aides financières, donc il peut y avoir plusieurs niveaux d'aide. Il peut y avoir des aides nationales. Bon, alors à une époque, c'était crédits d'impôt qui sont passés en MaPrimeRénov', des aides locales, des certificats d'économie d'énergie, de la TVA à 5,5. Donc, je vais vous détailler un exemple de prime qu'on a sur le territoire de la métropole de Lyon. Et puis, les collègues de la LTE vous compléteront ça s'il reste encore des aides sur leur territoire. Donc, le dispositif métropole de Lyon, il s'appelle la prime Airbois. Et cette prime Airbois, elle existe depuis maintenant à peu près 5 ans. Donc au départ, elle était de 500 euros pour tout le monde, de 1000 euros pour les ménages modestes. Et elle n'était pas là pour faire de l'installation neuve, mais elle était là pour faire du remplacement. Donc l'idée, c'était de remplacer les vieux systèmes polluants émetteurs de particules par des systèmes à haut rendement. Finalement, cette aide a été bonifiée pour sortir plus de dossiers. Donc elle est passée à 1000 euros pour tout le monde, 3000 euros pour les ménages modestes. Et elle peut se cumuler avec d'autres dispositifs. MaPrimeRénov', sous condition de ressources, les certificats d'économie d'énergie. L'objectif initial, c'était de remplacer 3200 systèmes anciens par des appareils à haut rendement. J'ai appelé aujourd'hui la personne qui instruit les dossiers à la métropole et elle m'a dit qu'on en était à 3700 dossiers. Donc ça s'était un peu calmé pendant l'été. Là, ça repart fort en septembre. Du coup, la prime devait s'arrêter l'an dernier. Elle a été prolongée sur 2024. Donc jusqu'au 31 décembre 2024, vous pouvez faire la demande de cette prime. Ça, c'est uniquement pour les habitants des 58 communes de la métropole de Lyon, dont je vais vous donner la liste tout de suite. Non, je rigole. Ça se trouve sur Internet. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment pour du remplacement. Donc remplacement de foyer ouvert ou de foyer fermé avant 2002 par des appareils à haut rendement. Donc de toute façon, à l'ALEC Lyon, nous, on s'occupe de l'animation du dispositif et donc nos conseillers peuvent vous renseigner sur cette prime. Et puis on organise régulièrement des événements dans les communes aussi où il y a pas mal de pavillonnaires, des porte-à-porte. On va en faire un bientôt à Vénissieux, on en a déjà fait à Vaux-en-Velin, on a des soirées spécifiques, etc., etc. Donc ça, je l'ai détaillé. Sur le reste du Rhône, qu'est-ce que vous avez, Jessica?
Eh bien, nous, sur le reste du Rhône, en équivalent primaire bois, on a deux communautés de communes qui proposent le même système. Donc, on a la CCPO, Communauté de communes Pays d'Ozon, et on a Vienne-Condrieu Agglomération aussi qui propose une prime air-bois. Voilà, donc en fonction de votre commune, nous, on sera, enfin, faut nous appeler et on sera en capacité de vous dire si vous êtes éligible et le montant de cette prime. On l'enverra aussi par mail. Et après, je rajoute que plus globalement, les systèmes de chauffage au bois sont pris en compte dans la rénovation globale aussi. Voilà, je te laisse reprendre. Alors, je vais vous donner un petit retour d'expérience d'un bénéficiaire de la prime, pour ne pas le citer moi. Voilà quelque chose que vous avez, que certains d'entre vous ont peut-être chez eux. Donc en gros, une maison des années 80, à peu près 100 mètres carrés, tout électrique, et avec cet insert bois qui effectivement chauffait pas grand-chose et qui donc à l'époque me servait vraiment d'appoint. Le problème que j'avais, c'est que c'était pas confortable. La chaleur se diffusait mal, ça chauffait essentiellement à côté de l'insert. Et puis, avec l'augmentation du prix de l'électricité, mine de rien, surtout avec du convecteur classique, c'était quand même pas terrible. Alors bon, j'avais mis dans le salon un radiateur à inertie, mais enfin, ça restait quand même relativement coûteux. Et puis, effectivement, quand la Primaire Bois a démarré, que j'ai commencé à organiser les soirées Primaire Bois, à rencontrer des artisans, je me suis dit que il allait peut-être falloir que j'y passe, ce que j'ai donc fait. Et donc, effectivement, j'ai fait le choix de démonter le système moi-même, ce qui m'a économisé pas mal de sous. Et puis c'est vrai que quand on n'est pas très bricoleur comme moi, c'est plus facile de casser que de refaire. Donc en août 2018, j'ai démonté l'ancien insert. Je l'ai sorti avec difficulté parce qu'il devait peser à peu près 250 kilos. Je l'ai évacué chez le ferrailleur, ce qui m'a permis de gagner la fabuleuse somme de un peu plus de 20 euros. Et surtout, je l'ai remplacé par un appareil performant, donc relativement classique. Ça m'a permis de gagner de la place. J'ai bien précisé à la personne qui instruit les dossiers de la métropole, puisqu'on doit fournir des photos avant, après, que c'était bien chez la même personne, mais que j'en avais profité pour changer le carrelage. Et donc, voilà l'appareil que j'ai acheté. Et j'ai fait le choix de ne pas choisir entre bûche et granulé. Et j'ai fait un choix d'appareil mixte dans lequel je peux brûler aussi bien du granulé que de la bûche. Et je peux vous dire que quand le granulé s'est pris une grosse claque il y a quelques années, j'étais bien content d'avoir l'option justement de pouvoir passer en bûche une partie de mes consommations. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir démarrer au granulé, donc d'avoir le côté programmable, de monter vite en température. Je peux le mettre il démarre toujours à 100% de rendement, puis au bout de quelques minutes, je peux le mettre à 50%, à 10%, et puis je peux mettre une bûche qui va s'enflammer dans la flamme du granulé, couper le granulé, et ensuite c'est la bûche qui va prendre le relais. L'avantage, c'est qu'en prix du kilowattheure, la bûche est moins chère. Donc voilà un petit peu un exemple, hein. Il y a encore beaucoup de gens qui sont équipés de ce type d'insert qui était assez classique à l'époque. Après, on n'est pas obligé forcément de passer sur un poêle. On a aujourd'hui des inserts avec des bien, bien meilleurs rendements que ce qu'on avait à l'époque. Et bon, après, c'est logique, hein, on est sur des installations qui doivent dater d'il y a une quarantaine d'années, donc les rendements n'ont plus rien à voir. Là, je vous ai mis une notion de coût, donc j'étais sur un coût global d'à peu près 5 500 euros. Bon, il y avait eu 400 euros de travaux intérieurs préalables. Remplacement de l'élément terminal de la cheminée qui était dégradé. Le poêle en lui-même coûtait à peu près 3 000 euros. 650 euros de tubage. 510 euros de raccordement. La création d'arrivée d'air extérieur mural à peu près 300 euros. Et donc la primaire bois, donc à l'époque, j'avais eu 500 euros. Aujourd'hui, j'aurais eu plus que ça. Un crédit d'impôt qui maintenant s'est transformé en prime rénov, j'avais eu 1 000 euros. Donc voilà, en gros, un système qui m'était revenu à peu près 4 000 euros. Et par contre, en termes de fonctionnement, avec une moyenne d'à peu près 4 euros le sac de granulés, les premières années, je devais être à 25 sacs de granulés, à peu près 2 stères de bois bûche. Donc vraiment, pas grand-chose en matière de coût de chauffage. Voilà,
consomme un peu plus de sacs de granulés parce que l'après-Covid a généré un peu de possibilités de télétravail et que forcément, quand on passe 1 ou 2 jours par semaine de télétravail, bah forcément, on se chauffe chez soi la journée, bénéficier du chauffage au bureau. Voilà, en tout cas, ça reste quand même quelque chose de relativement économe et performant. Et on va pouvoir prendre justement la deuxième série de questions. Eh bien, il y a des questions. La première, c'est est-ce qu'on peut installer un poêle à bois quand on a une VMC double flux? Donc, Bah, il y a pas mal de gens équipés de VMC double flux qui en installent, donc a priori, c'est que ça doit se faire. la réponse est oui, ça se fait. Et effectivement, il faut une entrée d'air étanche pour que l'entrée d'air et l'extraction ne viennent pas compromettre ben, le système de VMC. On a une question et tu as très probablement, tu as la réponse. La réglementation, finalement, elle évolue en faveur de l'interdiction des cheminées et des inserts anciens. Oui. Voilà. Et donc j'ai transmis l'article. En fait, c'est vraiment voilà, c'est vraiment une question. En fait, c'est vraiment lié au rendement. En fait, les émissions de polluants étant directement liées au rendement, Mm. forcément, on a tendance à sortir les appareils anciens. Alors voilà, je l'ai peut-être pas dit, je vais peut-être le redire encore une nouvelle fois. La pédagogie étant l'art de la répétition, mais pour moi, il y a 4 points qui concourent à un chauffage bois performant, économe, respectueux de l'environnement. Il y a d'abord la qualité de l'appareil. Donc ça, maintenant, avec les histoires de flammes vertes, de rendement, voilà, on a des bonnes indications. Ensuite, il y a la qualité de l'installateur. Et donc, c'est intéressant d'abord de faire appel à plusieurs installateurs, de pouvoir comparer et puis aussi de leur demander éventuellement des références de gens que vous pouvez éventuellement recontacter pour voir s'ils sont satisfaits. Donc, on a l'appareil, on a la pose. Ensuite, on a la qualité du combustible. Et là, on en a beaucoup parlé, avoir un combustible sec. Mm. Et puis, bah, j'en ai parlé aussi, il y a l'entretien. L'entretien, et puis auquel on peut rajouter éventuellement l'allumage pour les appareils à bûche, avec notamment l'allumage inversé. Et la conjonction de ces différents points nous permet vraiment d'avoir quelque chose d'efficace. Merci. Une autre question, c'est le dimensionnement du chauffage. Est-ce qu'il se fait uniquement sur le volume à chauffer? Généralement, oui. Mais Il prend après, en compte il l'isolation? y a le volume et il y a le niveau d'isolation du logement, évidemment. Oui, voilà. Donc un bon chauffagiste, normalement, prend en compte les besoins du logement en considérant bah, si les fenêtres sont étanches, si le Oui, bâtiment est bien isolé. Et ça revient un petit peu sur ce que tu disais en introduction, c'est-à-dire que la mise en place d'un système, elle se fait normalement, idéalement en tout cas, après une bonne isolation du logement, ce qui tout à permet fait. de dimensionner le système de chauffage conformément aux besoins. Donc il y a les Effectivement, deux. un bon chauffagiste doit effectivement prendre ça en compte, de même qu'un bon installateur solaire doit faire un relevé de masque, essayer d'avoir un toit le plus orienté au sud, et Mm. pas aller mettre des panneaux solaires plein ouest sous des sapins. Ça marche moins bien, effectivement. Bah, c'est pareil, un peu, un peu pour le chauffage au bois. Ce qui nous permet de dire que le prochain webinaire devrait traiter de solaire thermique et photovoltaïque. Oh, c'est trop fort. Transition, c'est cadeau. Waouh. Eh ben, une question qui va te faire écho. Le poêle mixte, en fait, avec un poêle mixte, t'es pas indépendant de l'électricité. Non. Voilà. Alors effectivement, il y a des appareils à granulés sans électricité. J'avoue que j'ai un peu du mal à voir l'intérêt. Euh, bon, moi je vais vous dire, j'habite en première couronne de la banlieue lyonnaise. Des coupures de courant, j'en ai à peu près jamais. Donc clairement, pour moi en tout cas, c'est un non-sujet. Je ne dis pas que c'est le cas partout, mais, euh, mais les avantages sont tellement importants, on va dire, par rapport à l'inconvénient potentiel voilà, oui, effectivement, de l'électricité, puisque bah, à la fois la vis sans fin, elle fonctionne avec de l'électricité, la vis sans fin qui alimente le foyer, mais l'allumage aussi, euh, et puis voilà, un peu d'électronique. Donc Bien. effectivement, il y a un besoin d'électricité. C'est un J'ai vu des système poêles, j'ai vu des appareils à granulés sans électricité, mais j'avoue que je reste quand même dubitatif sur l'intérêt, Et puis l'intérêt des poêles à granulés, c'est aussi leur régulation par rapport à la température. Donc, clairement.
Voilà, mais effectivement, en cas de coupure de réseau, si c'est indirectement la question, effectivement, Ouais. ça va Alors, pas. c'est pas forcément super connu, mais il y a pratiquement la plupart des fabricants ont au moins un mixte dans leur catalogue. Ça existe dans différentes marques. Donc voilà. Et pareil, moi j'ai fait le choix d'un poêle cylindrique. Vous avez des poêles qu'on appelle poêles de couloir sur des logements où effectivement ça peut être installé dans des couloirs comme son nom l'indique, où là ils font que 30 centimètres d'épais. Ils sont, voilà. Il y a vraiment des formes et des rendus visuels hyper variés et ça devient même esthétique, quoi. Une dernière question, je pense. Les poils à accumulation sont-ils une option intéressante? Ça peut, ça peut être intéressant. On a après, bon, voilà, on n'a pas, nous, on a, enfin, sur la métropole, on n'a pas beaucoup de retours là-dessus. Nous, on Mm. voit quand même beaucoup de classiques, hein. Bien constant. On voit Mm. beaucoup de poêles à granulés, on voit des poêles à bûches performants. Plus rarement, on voit des chaudières, parce que c'est vrai que, enfin, il faut reconnaître qu'on n'est pas forcément, en tout cas, quand on est en habitat urbain ou proche, on n'a pas forcément des très très grandes maisons, et donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir des grosses Mm. chaudières. Donc, je ne sais pas vous si sur un territoire un territoire qui en dehors des grosses villes du reste du Rhône, est quand même plus rural. Est-ce que vous êtes déjà amené à en croiser ou... Mm. Bah, effectivement, il faut quand même pas mal de besoins en termes de chauffage pour avoir, enfin, pour que le poêle à accumulation soit intéressant. Et il y a aussi la question de, enfin, le poêle à accumulation, ça permet d'avoir une chaleur un peu plus douce pendant une plus grande durée. Donc, effectivement, ça peut être intéressant s'il y a un manque bah, de chaleur constante dans l'habitat. Enfin, voilà. C'est vraiment une solution à étudier au cas par cas. Bah, j'imagine que la nuit, effectivement, ça permet d'apporter une inertie et du coup une régulation Mm. aussi Ouais. plus amortie. Alors, donc, on a la même question, un poids lourd est-il un meilleur poids? Et ben en fait, c'est exactement la même question de cette inertie et de cette masse en fait qui va permettre d'apporter un mode de chauffage dans la durée. Mais du Et coup, c'est pas forcément lié que au poêle en lui-même, c'est aussi lié aux matériaux qui vont entourer le poêle, quoi. exactement, ça peut être effectivement la masse, elle peut être dans le poêle, mais on voit aussi des solutions où on a des murs en bruc réfractaires qui se trouvent derrière le poêle et qui permettent d'absorber et de restituer la chaleur. Tout à fait. Oh là là. Alors attendez, j'ai pas réussi à lire la question, donc je la lis en live, Sylvain. Pour une surface de 100 mètres carrés avec des radiateurs, mieux vaut-il installer une chaudière à granulés ou mettre un poêle à granulés pour remplacer les radiateurs? Oh, j'ai la réponse. 100 mètres carrés, on n'est pas sur des très grosses surfaces. Après, ça dépend du niveau d'isolation. Je ne sais pas si vous avez fait l'isolation par l'extérieur ou si c'est en projet. Je ne sais pas si vous avez bien au moins 30 centimètres d'isolation dans les combles. Mais la chaudière risque d'être un peu surdimensionnée, quoi. Euh, et puis après, il faut Non, avoir. alors nous, on a un point de vue un petit peu différent. On dit que quand il y a un réseau hydraulique qui est en place, c'est bien de le conserver et qu'effectivement, les chaudières bois granulées, c'est tout à fait adapté dans des maisons de 100 mètres carrés. En tout cas, nous, en milieu rural, c'est très très courant qu'on voit qu'on propose en tout cas comme énergie renouvelable de chauffage des chaudières à granulés sur des radiateurs. Après, c'est deux principes complètement différents parce que si vous mettez un poêle à granulés à la place des radiateurs, le poêle à granulés, il faut que la maison, c'est toujours pareil, en fait, elle soit bien isolée. Il faut que la chaleur du poêle à granulés puisse se diffuser dans l'intégralité de la maison. Et quand il y a une maison avec des radiateurs, c'est quand même un confort de chauffe, un confort thermique intéressant. En fait, ce que j'entendais par là, c'est que sur la maison de 100 mètres carrés, ça risquait peut-être d'être un peu quand même surdimensionné. Par contre, il existe des poêles avec des ballons d'hydroaccumulation qui peuvent renvoyer sur des radiateurs. Ça, c'est tout à fait Polyvalent. possible. Et sur une maison de 100 mètres carrés, ça peut être une opportunité. Et bien effectivement, donc là on retombe sur le chauffagiste et sa capacité à dimensionner correctement un système. Ouais. Parce que là, par contre, on est sur des volumes de ballons qui vont être supérieurs à la taille d'un cumulus traditionnel, quoi. Et Sylvain, est-ce que ça t'agace hein, les bruits de granulés qui tombent dans ton poêle?
Alors moi, je vais te dire, ça m'agace pas du tout pour la bonne raison que dans mon appareil, il ne tombe pas, mais il remonte. Oh, waouh! Donc, c'est peut-être une solution pour Voilà, éviter d'être embêté. c'est une des caractéristiques de cet appareil mixte. Donc non, ça me dérange pas. Et Eh effectivement, bien, je suis assez sensible au bruit. Et effectivement, quand je regarde, puisqu'il m'arrive des fois de regarder la télé, je suis pas dérangé par ça. très bien. Eh bien, merci. Nous arrivons donc au bout des questions qui ont été posées. Nous avons répondu à un grand nombre de questions par écrit et nous les avons évoquées à l'oral. Nous avons envoyé des liens par écrit que nous allons transmettre aussi par mail avec le replay plus ben voilà, toutes ces ressources précieuses. Pour nous contacter, si vous habitez sur la métropole de Lyon, eh ben, vous ne tomberez pas forcément sur Sylvain, mais Même ses pas du tout, collègues puisque je suis plus conseiller depuis quelques années, mais des collègues tout aussi compétents et sur le Rhône, donc hors métropole de Lyon, et ben, Nathanaël et moi pourrons répondre ainsi que les autres conseillers. donc Euh, après, en termes pour aller un peu plus loin, voilà, vous avez tout un tas de guides qui peuvent être téléchargeables, notamment les guides de l'ADEME. Et donc, voilà, mm, mm, vous avez un certain nombre d'infos qui synthétisent et qui rajouteront même certainement des éléments qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ce soir. mm. En tout cas, de toute façon, la conclusion de chacun de nos webinaires, c'est toujours n'hésitez pas à nous contacter. On est à votre service. On est le seul réseau qui fait du conseil gratuit, indépendant et neutre. Voilà, et sur des réponses simples, les collègues peuvent vous envoyer des éléments par mail. Sur un projet de réno beaucoup plus global, on peut vous recevoir en rendez-vous dans nos locaux avec des plans, des photos de chez vous, des factures d'énergie. Et là, on rentrera vraiment dans du sur-mesure. On peut faire des simulations. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de vous aider à faire les bons choix et de mobiliser les financements aussi auxquels vous pouvez prétendre. En tout cas, Super. tout Eh a ben, été enregistré, tous les webinaires sont dispo. On en fait à peu près 5 par an. Le prochain, fin d'année, je ne sais plus si tu as la date en tête, devrait traiter du solaire. Donc, on abordera à la fois solaire thermique, solaire photovoltaïque, puisque c'est aussi un marché, le photovoltaïque, qui explose en ce moment. Mais en tout cas, pour ce soir, on a fait le tour. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez en tout cas pensé du format. L'idée, c'est d'être sur des formats voilà, d'à peu près 1 heure, de pas passer trop de temps et de vous laisser vaquer à vos occupations. Mais en tout cas, pour aller plus loin, n'hésitez pas, on est vraiment à votre service. voilà, et comme ça vient de faire partie d'une question, nous mettrons la date du prochain webinaire sur le solaire dans le mail qu'on vous enverra. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et passez une très bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.